Vous savez ce qui me choque vraiment quand je prends un peu de recul sur tout ça? C'est pas la frustration. La frustration, elle est normale. Une finale, ça te marque. Une défaite, surtout dans ces conditions-là, ça laisse des traces. Non, ce qui me choque, c'est autre chose. C'est cette idée qui continue de circuler encore aujourd'hui comme si elle refusait de mourir. Le Maroc pourrait gagner cette CAN sur tapis vert. Pire encore, le match pourrait être rejoué. Franchement, je vais être honnête avec vous. Cet optimisme-là, je l'admire presque. Parce qu'il faut une sacrée force mentale pour y croire encore. Mais dans le même temps, il faut aussi savoir regarder la réalité en face. Et la réalité, elle est froide, elle est dure, mais elle est claire. Ce match ne se rejouera pas et personne ne gagnera cette finale sur tapis vert. Alors oui, on m'envoie des articles. Oui, on me dit que la fédération marocaine veut déposer plainte et elle a raison de le faire. C'est même normal. Mais porter plainte ne veut pas dire réécrire l'histoire. Ça ne veut pas dire effacer 90 minutes, un pénalty manqué, des choix faits sur le terrain et un scénario qui, qu'on le veuille ou non, est allé jusqu'à son terme. Il y a un point fondamental que beaucoup oublient, volontairement ou non. Dans les règlements de la CAF, oui, une équipe qui abandonne définitivement un match perd sur tapis vert. Mais le Sénégal n'a pas abandonné. Le Sénégal est revenu sur le terrain. Et à partir de là, toute l'histoire du tapis vert s'écroule. C'est là que se situe le moment clé. Le seul vrai moment où, théoriquement, quelque chose pouvait basculer quand les joueurs sénégalais quittent la pelouse. C'est à cet instant précis que tout se jouait. Après, c'était fini. Et là, je vais être très clair, même si ça peut déranger. Si à la place du Maroc, vous aviez eu l'Égypte, le Cameroun ou la Tunisie, la gestion aurait pu être été différente. Pas parce qu'ils sont meilleurs moralement ou plus malins par nature, mais parce qu'ils ont une culture du rapport de force institutionnel beaucoup plus assumée. Là où le Maroc a choisi le fair play, la continuité du jeu, le respect du terrain, et attention, je le dis sans ironie, c'est tout à l'honneur des joueurs marocains. Ils ont voulu jouer, ils ont voulu gagner sur le terrain. Ils ont voulu que cette finale reste une finale de football, pas un dossier juridique, mais un choix aussi noble soit-il a toujours des conséquences. À partir du moment où tu fais revenir ton adversaire, tu acceptes implicitement la suite du scénario. Tu acceptes le penalty. Tu acceptes l'idée que le match se décide balle au pied. Et si derrière ce penalty est manqué, tu peux pas après coup revenir en arrière et réclamer une autre issue. C'est un peu comme une équipe qui choisit de jouer haut, très haut, pour aller chercher la victoire. Si elle se fait punir dans le dos, elle ne peut pas dire après, finalement, on aurait dû défendre bas. Le football ne fonctionne pas comme ça. Dans la suite, on va prendre le temps de remettre ce match dans son vrai contexte. On va analyser ce qui s'est réellement passé sur le terrain. On va parler des responsabilités sans fantasme. Et surtout, on va expliquer pourquoi cette finale ne peut pas être réduite à un simple débat de règlement. Parce que le vrai danger aujourd'hui, ce n'est pas la défaite. Le vrai danger, c'est de ne jamais l'accepter et de ne jamais en tirer les bonnes leçons. Dans la suite, maintenant, on va entrer dans le cœur du sujet. Maintenant, on va remettre les choses dans un cadre plus large. Parce que si on se contente de dire « il y a eu des incidents dont tout est faussé », on passe complètement à côté du vrai débat. Et surtout, on évite une remise en question qui pourtant est indispensable. Ce qui s'est passé autour de cette finale dépasse largement le simple Maroc-Sénégal. On parle d'un match qui a laissé des images fortes, parfois choquantes, et d'un climat qui a complètement pollué l'après-match. Et là-dessus, il faut être extrêmement clair, sans ambiguïté, sans passion inutile. Les premiers responsables, ce ne sont pas les joueurs sur le terrain, ce ne sont pas non plus les supporters dans leur ensemble. Ce sont des individus, une minorité, qui ont transformé une finale continentale en scène de chaos quand des stadiers sont agressés, quand du matériel est détruit, quand un terrain est envahi. On ne parle plus de football. On parle de comportements graves qui doivent être traités comme tels. Pas avec des slogans, pas avec des règlements de compte sur les réseaux, mais avec des décisions fermes des instances compétentes. Et là-dessus, il ne doit pas y avoir de débat Maroc-Sénégal. Aucun camp contre un autre. Ces actes-là salissent tout le monde, l'image de la compétition, l'image des supporters africains et l'image du football sur le continent. Il faut aussi faire attention à une chose très importante, ne pas tout mélanger. Les incidents en tribune, aussi graves soient-ils, ne réécrivent pas le résultat sportif. Ils ouvrent la porte à des sanctions disciplinaires, à des huis clos, à des suspensions, à des amendes, éventuellement à des poursuites judiciaires individuelles, mais ils ne transforment pas une finale jouée jusqu'au bout en match annulé. C'est souvent là que l'émotion prend le dessus sur la lucidité. On confond justice sportive et justice tout court. Les deux peuvent et doivent coexister, mais elles n'ont pas le même objectif. L'une protège l'intégrité de la compétition, l'autre protège les personnes
Ensuite, il y a le cas du sélectionneur sénégalais, Aliou Cissé. Lui aussi savait exactement ce qu'il faisait, sortir son équipe du terrain. C'est un acte fort, un acte de protestation, un acte symbolique. Mais dans le football de haut niveau, chaque geste a un prix et il est évident qu'il s'expose à des sanctions disciplinaires, suspension, interdiction de banc sur certains matchs, amende. Ce sont des scénarios plausibles et oui, ce type de sanction peut s'étendre à d'autres compétitions sous certaines conditions. Mais là encore, ça ne change pas une chose essentielle. Le trophée ne se rejoue pas a posteriori. Et c'est là que beaucoup de supporters marocains ressentent une frustration profonde, presque injuste. Ils se disent ils vont être sanctionnés, mais ils ont quand même la coupe. Et vous savez quoi? C'est vrai. C'est exactement ça. Mais le football est ainsi fait. Si demain, on vous propose un marché très simple, tu gagnes un trophée majeur. En échange, tu acceptes des sanctions futures. La plupart des nations, la plupart des supporters signeraient sans hésiter. Et il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de le reconnaître, même si ça fait mal. C'est pour ça que rester bloqué sur l'idée d'un retournement administratif est non seulement illusoire, mais aussi dangereux. Dangereux parce que pendant qu'on espère une décision venue d'en haut, on évite de regarder ce qui n'a pas fonctionné sur le terrain. Et c'est là que le vrai sujet commence. Parce que cette finale, aussi particulière soit-elle, ne doit pas masquer certaines décisions, certains choix, certaines limites observées sur l'ensemble de la compétition. Et attention, dire ça, ce n'est pas manquer de respect à l'équipe, hein, c'est au contraire lui en donner. Dans la suite, on va justement entrer dans cette analyse-là. On va parler football, on va parler choix tactique, gestion des temps forts, lecture du match. Et surtout, on va se poser la seule question qui compte vraiment. Qu'est-ce que cette finale doit apprendre au Maroc pour la suite? Parce que c'est là que se joue l'avenir. Alors, passons maintenant à ce que beaucoup évitent depuis cette finale. Parce que parler d'extra sportif, de règlement, de sanctions, c'est parfois plus confortable que de regarder le jeu en face. Mais si le Maroc veut grandir, vraiment, c'est ici que le regard doit se poser. Cette CAN, dans son ensemble, a montré des choses très positives, une maîtrise globale, une capacité à contrôler les matchs, une solidité mentale réelle. Mais une finale, ce n'est pas un résumé de tournoi, c'est un moment à part. Un match où chaque détail pèse plus lourd que d'habitude. Et dans cette finale, il y a eu des signaux faibles que beaucoup ont choisi d'ignorer après coup. La gestion des temps forts, par exemple. Le Maroc a eu des moments où il pouvait tuer le match émotionnellement, pas forcément au score, mais dans l'intention. Or, trop souvent, l'équipe est restée dans un contrôle prudent, presque attentiste. C'est une qualité jusqu'à un certain point. Mais en finale, quand l'adversaire vacille, il faut parfois appuyer, même sans déséquilibrer toute la structure. Il y a aussi la question du mental collectif au moment clé. Le penalty, évidemment, cristallise tout, mais un penalty, ce n'est jamais qu'un instant. Le vrai sujet, c'est ce qui se passe autour. Qui prend la responsabilité? Quel message est envoyé à l'adversaire? Est-ce qu'on joue pour marquer ou pour humilier? Le football est cruel avec ce genre de nuances. Parce qu'il ne juge pas l'intention. Il juge le résultat. Et c'est là que beaucoup se trompent aujourd'hui. En pensant que remettre en question certains choix, c'est trahir l'équipe. Non, c'est exactement l'inverse. Les grandes nations sont celles qui savent analyser une défaite sans se cacher derrière un alibi unique. Autre point essentiel l'après-finale, la communication, les réactions, le discours public. Quand tout l'espace médiatique est occupé par l'idée d'une injustice extérieure, on envoie aussi un message inconscient aux joueurs. Ce n'est pas vraiment votre faute. Or, progresser, c'est aussi accepter une part de responsabilité, même quand le contexte est compliqué. Concernant les sanctions, soyons précis et mesurés. Oui, des sanctions disciplinaires sont probables. Oui, des huis clos, des amendes, des suspensions individuelles peuvent tomber. Et oui, des poursuites judiciaires peuvent concerner des individus responsables de violences, mais ça doit rester dans un cadre légal, encadré, sans surenchère verbale. La fermeté n'a jamais eu besoin d'excès pour être légitime. Il faut aussi faire très attention à une chose, ne pas transformer un débat sportif en conflit entre peuples ou supporters. Le football africain n'a rien à gagner dans une opposition émotionnelle permanente. Ce genre de rivalité mal digérée finit toujours par affaiblir tout le monde. Maintenant, posons une question simple, presque brutale. Comment savoir si le Maroc a appris quelque chose de cette finale? Les premiers signaux seront visibles très vite. Une équipe qui ose davantage dans les moments clés. Une meilleure gestion émotionnelle des décisions arbitrales. Un leadership plus affirmé sur le terrain, et surtout une capacité à faire mal quand l'adversaire doute.
Parce qu'au très haut niveau, la différence entre un finaliste et un vainqueur, ce n'est pas le talent. C'est la lucidité dans les moments qui brûlent. Alors oui, cette défaite fait mal. Oui, le contexte est frustrant. Mais non, rester bloqué sur l'idée d'un match rejoué n'aidera personne. Le football ne te rend jamais ce que tu refuses d'accepter. Avant de se quitter, un rappel important, pas de haine, pas d'amalgame, pas de certitude absolue dans un sport aussi imprévisible. Vérifiez les informations, prenez du recul et respectez le jeu même quand il est injuste. Si cette analyse vous a parlé, n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like et surtout à partager votre point de vue en commentaire. Le débat peut être passionné, mais il doit rester intelligent. Dans la prochaine vidéo, on reviendra en détail sur ce que le Maroc peut ajuster concrètement pour transformer ce genre de finale en victoire. D'ici là, prenez soin de vous. Alors continuons parce qu'il reste encore l'essentiel, comment lire ce type de match à l'avenir et surtout comment éviter que ce scénario se reproduise. Quand tu regardes une finale comme celle-ci, il y a des repères simples que tout supporter peut apprendre à identifier. Pas besoin d'être entraîneur, pas besoin de tableaux compliqués, juste des signaux. Dès les premières minutes par exemple. Quand une équipe joue une finale pour gagner, tu le vois très vite à 3 choses. L'intensité du pressing sur les premières relances, la vitesse des transitions après récupération et surtout le nombre de joueurs qui accompagnent l'action offensive. Si tu vois une équipe qui récupère le ballon mais temporise systématiquement, qui recycle sans jamais attaquer la surface à plusieurs, c'est souvent le signe qu'elle est dans le contrôle mais pas encore dans la conquête. Ensuite, il y a les moments charnières. Une finale ne se gagne presque jamais sur 90 minutes pleines. Elle se joue par séquence, juste après une grosse occasion, juste après une décision arbitrale, juste après un fait de jeu émotionnel qu'on t'y fait. C'est là que tu dois observer le langage corporel. Est-ce que les leaders parlent? Est-ce que quelqu'un calme le jeu? Ou au contraire, est-ce que l'équipe se disperse? Dans ce match, le Maroc a montré de la maîtrise, mais parfois aussi une retenue excessive. Comme une équipe qui se dit « on est solide, ça finira par passer ». Sauf qu'en finale, le temps n'est jamais ton allié, il est neutre et parfois il est contre toi. Autre point clé, les scénarios alternatifs. Une grande équipe, ce n'est pas seulement un plan A bien exécuté, c'est aussi une capacité à changer de rythme sans paniquer, accélérer brutalement, ralentir pour casser l'élan adverse, varier les zones d'attaque, tester l'adversaire mentalement. Et ça, ce sont des ajustements qui se travaillent avant, pas pendant. Beaucoup se demandent aussi, pourquoi cette finale laisse autant d'amertume plus que d'autres défaites? Parce qu'il y avait une impression de match à portée de main, pas dominé, pas subi, juste pas saisi complètement. Autre question fréquente, est-ce que le contexte extrasportif explique tout? Non. Il explique une partie de la tension, une partie du chaos, mais il n'explique ni un penalty manqué, ni certains choix dans les moments clés. Est-ce que le Maroc était inférieur? Non plus. Et c'est justement pour ça que cette défaite doit servir. Si vous voulez suivre cette équipe comme un supporter expert sur les prochains mois, il y a un petit plan simple à garder en tête. Revoir les matchs en jeu, pas seulement les victoires faciles. Observez comment l'équipe réagit quand le plan initial ne fonctionne pas. Identifier les vrais leaders sur le terrain, pas seulement les plus techniques. Et surtout, accepter que progresser passe parfois par des défaites mal vécues. Dernier point, et il est important, le football n'est jamais un tribunal permanent. Il ne juge pas les intentions, il juge les décisions. Et il ne récompense pas les regrets. Cette finale est derrière. Elle ne se rejouera pas. Elle ne changera pas de vainqueur. Mais elle peut encore avoir une valeur immense si elle est comprise correctement. Merci d'avoir suivi jusqu'au bout. Si vous voulez qu'on approfondisse un aspect précis, tactique, mental, gestion des temps forts, dites-le en commentaire. Et surtout, restez passionné mais lucide. À très vite pour la suite.